L'électricité a conquis nos appartements et nos maisons. L'éclairage, bien sûr, mais aussi la chaîne IFI ou la télévision, l'électroménager comme la machine à laver, le frigo ou le congélateur. Pour l'industrie, le coup de foudre est identique. Chaîne de montage, automatisation, robotisation, là aussi, la liste est longue. Aujourd'hui, l'électricité est au cœur du process industriel. Pour en savoir plus, je vous propose de rencontrer Laurent Monteau, responsable maintenance chez Seat Broad, une scierie implantée en Alsace. L'énergie électrique est au cœur du processus industriel. Absolument. Donc l'ensemble de nos machines, même si elles utilisent d'autres énergies, sont d'abord basées sur l'énergie électrique. Toutes les machines que l'on voit ici fonctionnent avec l'électricité, c'est ça? Oui, absolument. Toutes, que ce soit au niveau des mécanisations, au niveau de l'écorçage, au niveau du pilotage proprement dit, c'est de l'électricité ou en grosse puissance ou alors en faible puissance pour tout ce qui est informatique. Concrètement, ici, on est où? Alors ici, c'est un peu le centre névralgique du parc agrumes. À savoir, c'est ici que l'opérateur va optimiser la qualité et le tronçonnage des grumes qui viennent de forêt. Alors vous êtes responsable de maintenance. Pour vous, je suppose que la panne, c'est la bête noire. Oui, absolument. Il faut savoir qu'en fait, une panne coûte énormément, de par déjà les gens qui sont immobilisés, les charges fixes qu'il faut continuer à payer et les clients qui ne sont pas satisfaits. Donc ça coûte très vite très cher. Alors, en quelques mots, les compétences clés pour être un bon technicien de maintenance. Alors pour être un bon technicien de maintenance et électricien a fortiori, il faut être d'abord très logique. Ça c'est la base, c'est la logique. Et ensuite être un bon technicien forcément pour pouvoir diagnostiquer une panne. Alors là, concrètement, la panne, c'est quoi? Alors là, disons que nous avons un moteur qui fait un bruit anormal et visiblement on tourne sur 2 phases. Donc notre électricien Dominique est en train de mettre ses équipements de sécurité pour un peu diagnostiquer, voire effectivement confirmer la panne. Et là, il faut intervenir pour comprendre ce qui se passe, c'est ça? Il faut comprendre ce qui se passe et il faut surtout éviter que le moteur soit arrêté. C'est-à-dire faire en sorte que déjà on puisse réparer le problème avant que la machine soit arrêtée. Mais on va voir comment il s'y prend. Donc je constate qu'il y a donc les tensions sont très bonnes entre 3 phases, donc 3,80, 3,80 et pour finir la 3e mesure 3,80. Maintenant je vais voir si mon thermique ne pose pas de problème. Donc je vais voir si les phases sortent également en aval du thermique, du relais thermique. Donc je refais les mêmes mesures mais en aval, c'est ok. Idem. Et c'est bon. Ok. Donc vous prenez différentes mesures pour essayer de voir où est le problème. Voilà. Et maintenant je vais prendre une dernière mesure parce que étant donné que certains appareils ne permettent pas ou sont sollicités par des ondes électromagnétiques, je vais prendre une autre mesure, c'est-à-dire que je vais couper mon thermique et je vais faire une continuité par contact. Alors, pour donner un exemple, en fait, vous fonctionnez comme un médecin qui prend différentes mesures, la tension, la température, etc., pour essayer de faire un diagnostic. C'est pareil. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et là, maintenant, vous pouvez diagnostiquer le problème? Maintenant, je vais diagnostiquer le problème en coupant à ce niveau-là. Parce que lorsque j'aurai coupé, en sachant que j'ai un moteur, puisque c'est justement un moteur qui pose un problème, je vais pouvoir faire une continuité sur le moteur en lui-même, qui se trouve à l'extérieur à plusieurs centaines de mètres. Allez, on vous laisse faire. Pour mesurer des tensions électriques, on utilise un voltmètre. C'est l'une des fonctions des multimètres, qui sont des appareils permettant de mesurer les principales grandeurs électriques, comme le courant, la tension, les résistances, etc. Voici quelques types de multimètres. Alors, si par exemple on prend celui-ci,
vous voyez qu'il se compose d'un écran sur lequel s'affichera la mesure, d'un sélecteur de fonctions. Alors, pour mesurer une tension, on sélectionne la fonction voltmètre, et de 2 cordons avec des pointes de touche pour faire la mesure. Alors, comment on fait? Eh bien, c'est très simple. Si on reprend l'analogie hydraulique, la tension électrique à mesurer est symbolisée par la hauteur de la chute. On mesure cette hauteur avec 1 mètre entre le point haut et le point bas. De même, pour mesurer la tension entre 2 points d'un circuit électrique, on branche les 2 cordons du voltmètre en parallèle sur ces 2 points. Alors maintenant, on va le faire dans la réalité. On va commencer par mesurer une tension continue. Par exemple, celle de cette pile. Alors on prend le multimètre et on le sélectionne sur la fonction voltmètre. Mais vous voyez qu'il y en a 2. Une pour mesurer les tensions alternatives, repérées par ce symbole, et une autre pour mesurer les tensions continues, repérées par cet autre symbole. La tension de la pile est continue, donc on sélectionne voltmètre continu. Mais vous voyez qu'il y a plusieurs positions, plusieurs calibres. La tension de la pile est d'environ 4,5 volts. On sélectionne le calibre 20 volts. Pour faire la mesure, on branche en parallèle les 2 cordons du multimètre sur les 2 bornes de la pile, en respectant le sens. Le cordon rouge sur la borne plus et le cordon noir sur la borne moins. Et on lit 4,91. Alors, si on branche les cordons à l'envers, c'est pas bien grave, on lit la même mesure. Mais vous voyez que le voltmètre indique un signe moins. Si maintenant on se place sur un calibre plus petit que la tension à mesurer, alors là, le voltmètre indique un signal d'erreur, de dépassement. Si maintenant on se place sur un calibre beaucoup plus grand que la tension à mesurer, le voltmètre donne une indication, 5 volts, 4 volts, mais beaucoup moins précise. Alors maintenant, on va mesurer avec un voltmètre à aiguille. Donc c'est la même méthode. On sélectionne les tensions continues et on se place sur le calibre ici 10 volts. On fait la mesure en respectant le sens et on lit 4 volts 9. Alors attention, avec ce type d'appareil à aiguille, si on branche les cordons à l'envers, l'aiguille dévie à l'envers. Donc, pas de lecture possible. Et en plus, ça peut être mauvais pour l'appareil. Alors maintenant, on va mesurer une tension alternative. Par exemple, celle d'une prise de courant. Donc, on sélectionne les tensions alternatives. Comme la tension de la prise de courant est d'environ 220 volts, on se place sur le calibre 300. Et on fait la mesure. Et on lit 227 volts. Alors, avec du courant alternatif, pas de problème de sens de cordon. On lit toujours la même chose. Et si on mesure avec le voltmètre numérique, alors, tension alternative, ici calibre 750 volts, et on mesure 227 volts. Alors attention, pour mesurer des tensions supérieures à 24 volts, pour la sécurité de celui qui mesure, il convient de ne pas toucher les parties conductrices, notamment celles des pointes de touche. Alors, comme d'habitude, une petite pause pour vérifier que vous avez bien retenu les notions dont on vous a parlé dans cette première partie. Pour mesurer la tension d'une pile, vous utilisez un voltmètre à aiguille, un voltmètre numérique, l'un ou l'autre indifféremment.
Les 3 propositions sont correctes. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de voltmètre. Deuxième question. Vous devez vérifier la tension de la prise de courant qui alimente votre réfrigérateur. Sur votre multimètre, vous choisissez la fonction volt alternatif, volt continu ou ampère alternatif. Bonne réponse, c'est la première proposition. La prise de courant qui alimente votre réfrigérateur fournit une tension alternative de 230 volts. Il faut donc sélectionner la fonction volt alternatif. Troisième question. La télécommande de votre téléviseur ne fonctionne plus. Vous voulez vérifier la tension de la pile 9 volts qui l'alimente. Sur votre multimètre, vous choisissez le calibre 10 volts alternatif, 3 volts continu, 10 volts continu ou 300 volts alternatif. Eh bien, la bonne réponse, c'est la troisième proposition, 10 volts continu. Allez, encore une petite question. Si on utilise un voltmètre à aiguille pour mesurer une tension continue, le sens de branchement des cordons a de l'importance ou n'a pas d'importance? Le bon choix est la première proposition. Si on branche les cordons dans le mauvais sens, l'aiguille dévie dans le mauvais sens. La lecture est donc impossible. Vous avez fait toutes ces mesures sous tension, il n'y a pas un risque quelconque, il faut avoir des règles. J'ai toutes les protections requises. Hein. J'ai une paire de lunettes, j'ai des gants double protection, comme vous le voyez. Je suis sur un tapis isolant. Il n'y a aucun risque. Alors effectivement, avec un multimètre, on peut aussi mesurer les intensités des courants électriques. Mais vous avez vu que le professionnel utilise un accessoire. C'est une pince ampère-métrique. Alors certaines permettent de mesurer uniquement des courants alternatifs, comme celle-ci. D'autres permettent aussi de mesurer des courants continus. En voici une. Alors, les pinces peuvent se raccorder sur des multimètres avec ces cordons. Mais certaines aussi sont autonomes et ont directement un cadran d'affichage. Alors maintenant, avec cette pince, on va mesurer l'intensité du courant qui circule dans un radiateur électrique. Alors, il faut accéder au fil d'alimentation. Et pour faire la mesure, c'est très simple. Il suffit de passer la pince autour d'un des fils d'alimentation. Je mets le radiateur en route et on lit 6,42, 6,43. Si on se place autour de l'autre fil d'alimentation, on lit la même chose. Par contre, si on se place autour de tout le câble, alors là, on ne lit plus rien. Et si on n'a pas de pince, eh bien, on peut aussi mesurer l'intensité du courant. Mais là, la mise en œuvre est un peu plus compliquée. Alors, rappelez-vous, on va reprendre l'analogie hydraulique. L'intensité du courant est analogue au débit de l'eau dans le tuyau. Si on veut mesurer ce débit, eh bien, il faut insérer un compteur d'eau sur la tuyauterie. Mais pour cela, il faut d'abord fermer la vanne. Ensuite, on coupe le tuyau, on raccorde le compteur, et ensuite, on peut rouvrir la vanne.
Eh bien, dans un circuit électrique, c'est pareil. Si on veut mesurer l'intensité du courant, il faut insérer un ampèremètre en série dans le circuit. Et pour ça, eh bien, il faut couper le courant, couper le fil du circuit, ensuite on peut insérer l'ampèremètre, et enfin on peut remettre le courant. Et maintenant on va le faire. Alors tout d'abord, sur le multimètre, on sélectionne la fonction ampèremètre alternatif, calibre 10 ampères. Puis on coupe le courant. On débranche un fil du circuit et on va brancher l'ampèremètre en série. Alors, un fil de l'ampèremètre ici. Et l'autre ici. On rebranche le courant. Et on fait la mesure. 6,30 ampères. Alors, pour débrancher l'ampèremètre, eh bien, c'est la même chose. On débranche le courant, on redébranche l'ampèremètre, et on rebranche le circuit. Alors, vous voyez que cette méthode n'est pas aussi simple qu'avec la pince. Pour mesurer l'intensité d'un courant continu dans le circuit, l'ampèremètre se branche en série dans le circuit, en parallèle sur le circuit, où on utilise une pince ampèrmétrique. C'est la première et la troisième proposition qui sont correctes. Un ampèremètre se branche toujours en série dans le circuit, jamais en parallèle. On peut aussi utiliser une pince ampèrmétrique adaptée. Pour mesurer un courant alternatif, on branche un ampèremètre en parallèle, on utilise une pince ampèrmétrique ou on branche un ampèremètre en série. Il y a deux propositions correctes, la deuxième et la troisième. Pour mesurer un courant alternatif, on peut brancher un ampèremètre en série ou utiliser une pince ampèrmétrique adaptée. Quelle est la première chose à faire pour mesurer l'intensité d'un courant qui circule dans un appareil avec un ampèremètre? Ouvrir l'interrupteur de commande, ouvrir le disjoncteur qui alimente le circuit, ou dévisser un fil d'alimentation. C'est la deuxième proposition qui est correcte. Pour raccorder un ampèremètre, il faut intervenir sur le circuit. Pour des raisons de sécurité, avant toute intervention sur un circuit, il faut couper le courant ou déconnecter la prise. Allez, une petite dernière encore. Pour mesurer un courant alternatif avec une pince ampèrmétrique, il faut mettre la pince autour du câble d'alimentation, mettre la pince autour d'un seul fil, ou ça n'a pas d'importance. Eh bien, c'est la deuxième proposition qui est correcte. Avec une pince ampèrmétrique, on doit se placer autour d'un seul fil. Si on place autour du câble, l'ampèrmètre indiquera 0. Alors là, changement de décor, on vous a appelé dans ce bureau pour quel type d'intervention? Pour une surcharge d'une triplette. Donc il y aura une modification qui est prévue, c'est-à-dire on va répartir ça de façon correcte au niveau des goulottes qui sont implantées sur le mur à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas brancher sur cette prise, on ne peut pas brancher indéfiniment du matériel électrique, c'est ça? Absolument, absolument. Il ne faut pas surcharger une triplette. Hein. Ça, c'est pour éviter simplement, surtout là, comme vous pouvez le constater, il y a un halogène qui est dessus.
Donc, c'est une triplette qui n'a pas une puissance destinée à supporter ce genre d'appareillage. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est de créer des étincelles, faire du feu, faire fondre le plastique. Donc, un incendie possible, quoi. Le risque est réel. Le risque est réel. Alors vous venez de voir que dans le bureau de la secrétaire, il y avait un certain nombre d'appareils branchés sur la barrette de prise. Et bien dans ce cas, les appareils étaient branchés en parallèle. Il y avait une lampe, un ordinateur, une imprimante. Alors pour comprendre ce qui se passe au niveau de la tension et de l'intensité du courant électrique dans un tel circuit, on va reprendre une fois de plus notre analogie. Dans ce circuit, il n'y a qu'une turbine, donc un récepteur. La hauteur de la chute représente la tension et le débit de l'eau représente le courant. Si on branche un deuxième récepteur en parallèle, donc une deuxième turbine, la hauteur de la chute est la même pour les deux turbines. Le débit dans chacune des turbines dépend de leur taille. Et dans cette partie du tuyau, le débit sera égal au débit de la première turbine plus le débit dans la seconde turbine. Eh bien, pour un circuit électrique, c'est exactement la même chose. On va le vérifier. On va brancher ce projecteur sur cette barrette de prise de courant. On va mesurer la tension aux bornes du projecteur. 225 volts. Puis, on va mesurer l'intensité qui circule dans le projecteur. 2,12 ampères. Puis, on va mesurer l'intensité qui circule dans le fil d'alimentation de la barrette. On trouve également 2,12 ampères. Maintenant, on raccorde un deuxième projecteur en parallèle sur le premier. La tension à ces bornes est toujours de 225 volts. L'intensité du courant est de 0,65 ampères. Dans le premier, on a toujours 2,12. Et maintenant, dans le fil d'alimentation de la barrette, on a 2,76 ampères. Alors vous voyez que dans un circuit où les récepteurs sont branchés en parallèle, la tension est la même aux bornes de tous les récepteurs et l'intensité totale est égale à la somme des intensités dans chaque appareil. Alors si on débranche tous les appareils, l'intensité totale dans le circuit est nulle. Maintenant, si on branche trop d'appareils, l'intensité totale dans le circuit va dépasser celle autorisée et le fusible va sauter. Sur ce schéma, quelle est la tension aux bornes du klaxon? 12 volts, 24 volts, 12 ampères. C'est la deuxième proposition qui est correcte. Une tension s'exprime en volts. Les deux appareils étant en parallèle, la tension est égale à la tension du générateur, soit 24 volts. Si on a trois appareils branchés en parallèle, l'intensité dans le premier de 2 ampères, l'intensité dans le second de 3 ampères, dans le troisième 1 ampère. Quelle est l'intensité totale dans le fil d'alimentation de ces trois appareils? Eh bien, la réponse est 6 ampères. Dans un circuit en parallèle, l'intensité totale est la somme des intensités dans chaque branche, soit 3 plus 2 plus 1 égale 6 ampères.
j'ai une question à vous poser. Sur un poste informatique, l'unité centrale est reliée à une prise EDF et le moniteur est relié à l'unité centrale. Est-ce que là, on peut parler de branchement en série? Non, non, absolument pas. C'est un branchement parallèle, c'est-à-dire il y a une partie qui est branchée sur le réseau électrique et l'autre partie sur un réseau informatique, donc ça n'a absolument rien à voir. Effectivement, le montage série ne se trouve que très rarement en électricité domestique ou industrielle. On le trouve plutôt dans les circuits électroniques. Alors pour voir ce qui se passe, on va reprendre encore une fois notre analogie hydraulique. Alors on va brancher deux turbines en série. Le débit de l'eau est le même dans les deux turbines. La hauteur de chute pour cette turbine est la hauteur H1. Et la hauteur de chute pour la seconde est la hauteur H2. La hauteur de chute totale, H, est la somme de H1 et de H2. Alors on va réaliser un montage de deux lampes en série. Dans la réalité, vous ne le trouverez jamais. Mais il va nous permettre de préciser le fonctionnement d'un circuit série. Alors on va le faire. On branche les deux lampes en série, les unes à la suite des autres, et on alimente l'ensemble. Alors maintenant, on mesure l'intensité dans le fil avant la première lampe. Et on lit 97 mA. Puis dans le fil entre les deux lampes, 97 mA. Et enfin dans le fil à la sortie de la deuxième lampe, 97 mA. Donc vous voyez que le courant est le même en tout point du circuit. C'est-à-dire que c'est la même intensité qui traverse les deux lampes. Alors maintenant, on va mesurer la tension. Aux bornes de la première lampe, on lit 66 volts. Aux bornes de la seconde, on lit 162 volts. Et aux bornes de l'ensemble des deux lampes, on lit 228 volts. Alors vous voyez que si on fait la somme de la première tension et celle de la seconde tension, on retrouve bien la tension totale d'alimentation, 228 volts. Dans un circuit où les éléments sont branchés en série, l'intensité du courant est la même dans tous les éléments du circuit. La tension totale, elle, est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque élément. Si on a trois appareils branchés en série, la tension aux bornes du premier est de 20 volts, la tension aux bornes du deuxième de 30 volts et la tension aux bornes du troisième de 60 volts. Quelle est la tension totale aux bornes du circuit ? C'est la troisième proposition qui est correcte. Dans un circuit série, la tension totale est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque appareil. Tout système capable de faire un travail a une puissance. Par exemple, un homme capable de monter une charge au premier étage, une perceuse capable de faire un trou, un radiateur capable de chauffer un local, un engin de chantier ou un équipement industriel. Chacun de ces systèmes a une puissance qui lui est propre. Évidemment, dans chaque cas, le plus puissant est celui qui a la taille la plus importante. Mais surtout, c'est celui qui fait le même travail dans le temps le plus court. Alors, si on reprend notre analogie, imaginons que la turbine entraîne par exemple un concasseur de pierre. Si on veut concasser plus de pierre dans le même temps, il faudra prendre un concasseur plus puissant, donc plus gros. Et pour entraîner ce nouveau concasseur, il faut que la turbine lui fournisse plus de puissance. Pour cela, il y a deux solutions. Soit augmenter le débit, soit augmenter la hauteur de chute.
Sur un appareil électrique, c'est la même chose. Il y a un lien entre sa puissance et d'une part l'intensité du courant qu'il traverse et d'autre part sa tension d'alimentation. Tiens, par exemple, sur cette perceuse, on lit 220 volts, 3,2 ampères, 650 watts. Eh bien, ce dernier chiffre représente la puissance de la perceuse. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a toujours une puissance de 650 watts. Si elle tourne à vide, elle ne fait aucun travail, donc sa puissance est pratiquement nulle. La puissance indiquée sur un appareil est la puissance maximale que peut fournir cet appareil. Alors comment savoir la puissance qu'elle consomme à un moment donné? Bien, comme toutes les autres grandeurs, la puissance électrique peut se mesurer avec un appareil qui s'appelle un wattmètre. Mais cette mesure est très peu pratiquée parce que pour un électricien, elle n'est pas indispensable. Pourtant, l'électricien a toujours une idée de la puissance des appareils qu'il côtoie. Nous l'avons vu, les ménages et l'industrie consomment beaucoup d'énergie électrique. Reste à savoir comment EDF produit cette énergie. Marc Battistella, bonjour. Nous sommes ici devant le site de Fessenheim, c'est ça? Tout à fait, nous sommes à la centrale hydroélectrique de Fessenheim, qui est une des 10 centrales hydroélectriques sur le Rhin. Le Rhin, source d'énergie importante donc. Le Rhin est une des sources d'énergie importantes en termes de production d'énergie électrique à partir de l'eau. Alors, traditionnellement, quand on imagine énergie hydroélectrique, on imagine barrage. Sur le Rhin, comment ça se passe? Sur le Rhin, on a bien sûr vu qu'en amont de Fessenheim, il n'y a pas de barrage tout de suite, mais le barrage, lui, est à Kems. À Kems, nous avons un barrage qui dérive les eaux du Rhin dans le Grand Canal d'Alsace, sur lequel sont construites 4 centrales. La centrale de Kems, la centrale d'Ottmarsheim, ensuite viennent Fessenheim et Vogelgrün, Vogelgrün étant là derrière sur le Grand Canal d'Alsace. La production totale, cet ensemble? La production totale, c'est environ 3 milliards 800 000 kWh par an. Ce qui représente approximativement, en termes de production EDF? La production totale du Rhin représente 12% de la production hydraulique française. Justement, la production hydraulique, c'est les centrales au fil de l'eau, mais c'est aussi les barrages. La différence entre les deux, c'est quoi? Le barrage, lui, n'est pas un ouvrage de production, est un ouvrage de dérivation, comme je vous l'ai indiqué, de dérivation d'eau, soit vers une conduite forcée, soit vers un ouvrage d'amener. Ici, c'est le Grand Canal d'Alsace. Pour Fessenheim, donc, nous avons les eaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui étaient dérivées par le barrage de Kems dans le Grand Canal d'Alsace. Cette eau est amenée progressivement à travers les différentes centrales vers la centrale hydroélectrique. Et à partir de là, l'eau, avec une hauteur de chute d'environ 15 mètres, rentre dans la machine, donc dans la turbine, fait tourner la turbine elle-même entraîne un alternateur et cet alternateur produit de l'énergie électrique. Cette énergie électrique est ensuite évacuée sur le réseau à travers un transformateur. Un site de production, Fessenheim, mais aussi un site de régulation, c'est-à-dire qu'on produit de l'électricité en fonction de la demande, c'est ça? Sur la chaîne du Rhin, on a une chaîne continue, ce qui permet de réguler en partie l'énergie produite, de produire un petit peu plus d'énergie lorsque la demande de consommation est importante, et bien sûr la nuit, lorsque la demande est plus faible, on produit un petit peu moins d'énergie. C'est possible, bien sûr, sur des usines au fil de l'eau, lorsque les centrales sont enchaînées les unes derrière les autres. Alors, EDF ne s'appuie pas que sur l'hydroélectrique, sur le thermique et sur le nucléaire aussi. À quelques pas d'ici, il y a une centrale nucléaire? Tout à fait. En amont de la centrale hydraulique de Fessenheim, il y a le Centre national de production d'électricité, le centre nucléaire de production d'électricité de Fessenheim. Grosso modo, quelle production et la comparaison entre le nucléaire et l'hydroélectrique? Un mètre cube produit sur le Rhin produit 1 mégawatt, ce qui veut dire qu'à pleine puissance, l'ensemble de la chaîne du Rhin équivaut à une centrale nucléaire. Autre forme de production d'énergie, l'énergie éolienne. EDF commence à s'y intéresser. Est-ce que ça reste marginal? Cela reste marginal en termes de production industrielle, mais effectivement, on a des centrales de production à partir de l'air, donc des éoliennes. Mais rien de comparable au Rhin? Non, tout à fait. En termes de production, ça n'a rien de comparable à la puissance que peut produire une centrale hydraulique.
Le site de Fessenheim, c'est 4 groupes, 4 turbines. Comment est géré un tel ensemble? La production sur le site hydraulique de Fessenheim peut être gérée de deux manières, soit prendre la commande en local depuis le poste de commande de la centrale elle-même, mais en règle générale, l'ensemble de la chaîne du Rhin est téléconduite depuis le poste hydraulique de Vallée. C'est lui qui gère toute la production et qui fait en sorte que l'on produise un petit peu plus lors des périodes pleines et un petit peu moins lors des périodes creuses. Marc Battistella, merci. Si on mesure rarement les puissances électriques, on mesure toujours l'énergie électrique. Parce que c'est ce qui est facturé par le fournisseur d'électricité. Alors, comme on l'a déjà vu, l'énergie électrique consommée par un client se mesure en kilowattheure. Mais l'énergie, ça n'est pas qu'électrique. Avant d'être électrique, elle a une autre forme. L'alternateur qui produit l'énergie électrique consomme, lui, de l'énergie mécanique, elle-même fournie par une turbine, entraînée grâce à l'énergie hydraulique fournie par la chute d'eau. Et l'énergie électrique fournie par l'alternateur est elle-même transformée en énergie lumineuse dans une lampe, en énergie calorifique dans un radiateur, ou en énergie mécanique dans un moteur, etc. La turbine aurait pu être entraînée grâce à de la vapeur sous pression, elle-même fournie par une chaudière alimentée par de l'énergie sous forme de fioul, de gaz ou même d'énergie nucléaire. Sans énergie, pas de vie. Quand vous mangez, vous consommez de l'énergie alimentaire. Celle-ci se transforme dans votre corps en énergie chimique, puis en énergie calorifique ou en énergie mécanique, ce qui vous permet de maintenir votre corps à bonne température et de fournir des efforts physiques. Dans le cas de l'énergie alimentaire, elle est indiquée en kilojoules. C'est tout simplement une autre unité d'énergie qu'on peut facilement convertir en wattheure. Si on revient à l'énergie électrique, un utilisateur, pour se chauffer ou s'éclairer, consomme de l'énergie électrique. La quantité consommée dépend du nombre d'appareils qui sont branchés, mais aussi de leur puissance et du temps pendant lequel ils fonctionnent. Plus un appareil est puissant et plus son temps de fonctionnement est long, plus il consommera d'énergie. Par exemple, si on prend un radiateur qui a une puissance de 1 kW, s'il fonctionne pendant 1 heure, il consommera 1 kWh d'énergie. Et s'il fonctionne pendant 2 heures, il consommera 2 kWh. Maintenant, si on prend un autre appareil qui fait par exemple une puissance de 3 kW, s'il fonctionne pendant 2 heures, il consommera 6 kWh d'énergie électrique. EDF produit de l'électricité, nous l'avons vu à Fessenheim, mais elle la distribue également à ses clients, consommateurs particuliers ou industries. Pour savoir comment tout cela se passe, je me suis rendu à Mulhouse pour rencontrer Patrick Weiss, délégué régional EDF en Alsace. Patrick Weiss, bonjour. La vocation d'EDF, c'est la production, bien sûr, mais aussi la distribution d'électricité. Bonjour. Effectivement, notre métier, c'est la production d'énergie électrique, mais si nous produisons, c'est parce que nous avons des clients qui ont besoin d'énergie et besoin d'énergie électrique. Donc notre métier, c'est en partant de la production, nous transportons l'énergie, nous la distribuons à tous nos clients, que ce soit le particulier, l'entreprise, la petite et moyenne entreprise ou le gros client industriel. Alors en Alsace, quelle est la consommation à peu près? Alors en Alsace, en année moyenne, nous livrons à nos clients de l'ordre de 13 milliards de kilowattheures. Ce qui représente à peu près pour le reste de la France, c'est plutôt une grosse consommation, une faible consommation? Globalement, l'Alsace a plutôt une consommation supérieure à la moyenne nationale, que ce soit pour les ménages ou pour les industriels. C'est pas simplement dû aux éclairages de Noël bien connus sur les marchés de Noël de Strasbourg ou d'autres. Pourquoi en Alsace on consomme plus? Quelle raison? La consommation d'énergie est liée d'une part à l'activité économique, et nous savons que l'Alsace est une région avec une implantation industrielle forte et qui de plus aujourd'hui a un développement important. L'économie fonctionne bien en Alsace, ce qui veut dire que nous vendons de l'énergie à l'industrie qui fonctionne. Au niveau des particuliers, c'est vrai que l'utilisation en Alsace
que ce soit pour l'éclairage, mais aussi pour le confort électrique, est plus importante dans une région froide comme l'Alsace que dans une zone méditerranéenne avec un climat plus doux que l'Alsace. Vous parliez tout à l'heure de vos clients industriels. Parmi ceux-ci, quels sont les plus gros consommateurs d'énergie? Dans les clients industriels, souvent, on distingue ce qu'on appelle les clients très liés à l'énergie, qui utilisent pour leur fabrication comme produit premier l'électricité. Nous avons essentiellement la sidérurgie, qui utilise de façon importante l'électricité dans ses process de production. Nous avons les papetiers, nous avons la chimie. Et en Alsace, nous avons un certain nombre de clients de ce type-là. Nous avons une représentation, un certain nombre de papetiers qui sont installés en Alsace, par exemple Strassel à Strasbourg. Nous avons des sidérurgistes qui fabriquent de l'aluminium avec Renalu sur Neuvrisac. Nous avons une implantation importante de chimie, par exemple Pécrin, sur Chalampé. Alors, ces sites industriels consomment beaucoup d'énergie. Si on le rapporte en termes de consommation ménage, ça représente quoi? C'est vrai que si je fais par exemple un rapport, un site comme le site de notre papetier Strassel, de notre client, c'est de l'ordre de grandeur de 100 000 ménages en consommation moyenne. Donc vous voyez le poids de ces gros industriels dans la consommation électrique française et dans la vente, dans nos ventes aux clients. Gros consommateurs d'énergie, ces industriels doivent être des clients particuliers. Donc vous avez une offre de service en leur direction, je suppose. Effectivement, ces clients-là, aujourd'hui, sont en forte évolution. De plus en plus, ces clients se recentrent sur leur métier, c'est-à-dire qu'ils se concentrent sur le process industriel, par exemple, de fabrication du papier, de fabrication de l'aluminium. Par contre, ils souhaitent qu'on les accompagne dans tout ce qui est nécessaire pour fabriquer leurs produits, que ce soit la fourniture d'énergie, que ce soit l'entretien de leur réseau d'électricité, que ce soit la fourniture d'eau industrielle, d'air comprimé, etc. Et notre politique aujourd'hui, c'est que nous accompagnions ces clients et que de plus en plus, nous leur fassions une offre multiservice et que nous prenions à notre charge l'ensemble de ce qu'on appelle les utilities. Si pour ces industriels, l'électricité est au cœur du process de l'industrie, l'argent reste le nerf de la guerre, donc je suppose que pour eux, le kilowattheure ne doit pas avoir le même prix que pour un ménage traditionnel. D'abord, pour un industriel, aujourd'hui, il est dans une situation concurrentielle, ce qui veut dire que son problème à lui, c'est que son prix de revient et donc ses prix de vente baissent pour être concurrentiels. Aujourd'hui, c'est la même chose pour EDF. Pour nos plus gros clients, nous rentrons dans la concurrence et demain, ce n'est plus EDF qui va fixer le prix, c'est le client qui va mettre en concurrence ses fournisseurs et qui va choisir son fournisseur qui lui propose le meilleur prix avec le meilleur service. Patrick Weiss, merci. Merci beaucoup. Un moteur électrique entraîne un monte charge. Dans un premier cas, il monte une charge d'1 tonne. Dans un deuxième cas, il monte une charge de 3 tonnes. L'intensité qui le traverse est plus grande dans le deuxième cas que dans le premier, plus grande dans le premier cas que dans le deuxième, ou la même dans les deux cas. Eh bien, c'est la première réponse qui est la bonne. Comme il s'agit du même moteur, plus on lui demande de puissance, plus l'intensité qui le traverse est importante. Une pompe A remplit un réservoir en 1 heure. Une pompe B le remplit, ce même réservoir, en 3 heures. La pompe B est plus puissante que la pompe A, ou la pompe A et la pompe B ont la même puissance, ou la pompe A est plus puissante que la pompe B. C'est la troisième proposition qui est la bonne. La pompe la plus puissante est celle qui effectue le même travail dans le temps le plus court.
Encore une histoire de pompe. Une pompe A remplit un réservoir en 1 heure. B remplit ce même réservoir en 3 heures. Donc, pour remplir le même réservoir, la pompe B consomme plus d'énergie que la pompe A et la pompe B consomment la même énergie, ou la pompe A consomme plus d'énergie que la pompe B? C'est la deuxième proposition qui est la bonne. Pour remplir le réservoir, les deux pompes consomment autant d'énergie. J'espère que le courant est passé et je vous propose de nous retrouver pour un autre numéro de cette série dédiée à l'électricité. L'ensemble vous permettant d'acquérir les données techniques de base. À bientôt pour un autre rendez-vous avec l'électricité. Alors, maintenant, tu vas simplement appliquer ce qu'on a vu en salle de cours. Tu vas me faire des mesures de tension. Alors, 2 récepteurs en série. D'accord? Ok. Branchés sur le réseau. Réseau combien de volts on a dit? On a dit on prend un réseau 220, mais sur un réseau 380. D'accord. Donc, il faudra que tu prennes Phase et neutre. phase neutre. Bien. Alors, tu as tes 2 récepteurs, on va prendre des lampes. C'est bon? Tu les branches en série et tu me mesures tension du réseau. Tu me mesures la tension aux bornes de chaque lampe, et ensuite, on verra, on fera une comparaison de mesures, on verra ce que ça donne. D'accord. D'accord? Et après, tu feras quoi comme mesure? Mesure d'intensité. Intensité. Allez, vas-y, Circuit, quoi. je te laisse faire. Ok. Alors, tu règles tes appareils, fais attention au réglage. Hein. Ok. Donc je prends cette borne, je la mets de ce point-là. L'autre borne, je la mets ici. Ensuite, je les relie en série, ce point-là avec ce point ici. Ensuite, ça. Deuxième point, ici. Le sens, c'est pas grave puisque c'est alternatif. Bien. Ça va dans tous les deux sens. Le circuit en série, ça fait ça. Voilà. Maintenant, Impeccable. je vais alimenter. Voilà. Voilà. Donc, est-ce qu'elles allument correctement? Non, parce qu'ils sont en série, donc on va prouver qu'il y aura une chute de tension. Que la tension se divise en deux. en 2. On verra en 2 comment. Ok. Allez, vas-y. Ok. Donc je vais mesurer tension du réseau entre phase et neutre. « 230 volts. Voilà, il faut que tu attendes un peu, effectivement, Ouais. puisque c'est un recherche de calibre Mhm. automatique. Hein. Ouais. Donc, tu attends, c'est bien. D'accord. Maintenant, chaque récepteur. Ok. Celui-ci à 115 volts, ce qu'on avait dit. La moitié, normalement, on doit la trouver ici. Voilà. 115 volts. D'accord. Donc, 115, 115, Ça fait 230. On retrouve 230. Ça. Donc, première preuve. Ensuite, mesure l'intensité. d'intensité. Donc, tu vas prendre là. L'ampèremètre, à pince ampérométrique. Voilà. C'est ton réglage, pince ampérométrique. Donc je prends le curseur, je le règle dans ampèremètre alternatif. Je l'allume aussi. Voilà. Je vais me mettre Alors, tu es sur un calibre 200, mais je vais le mettre sur 20 ampères parce que normalement 20 ampères, donc tu prends une sécurité. Ouais, une sécurité. Donc je vais mettre. Bon, on arrive quand même un peu à lire. Tu lis combien là? Ok, je lis à peu près. On va mettre ça, je comprends pas mieux. Voilà. Voilà, là je lis mieux, c'est plus précis. C'est Je plus mets sur précis, 2 ouais, ampères. tu vois mieux. 0. 0,180 ampères. Ça fait, Donc ça fait combien de milli ça? ça fait 180 milliampères. Bien. Ok, j'enlève ça. Et ici je peux aussi le régler, mais on va trouver pareil. Voilà, alors tu vas prendre l'intensité dans chaque partie du réseau, c'est-à-dire. Première partie. Voilà, Entrée. donc, entrée. Entrée, on trouve 0,80, je veux dire 180 milliampères. Bien. La deuxième partie, on trouve aussi 0,180. Partie intermédiaire, donc, et. Voilà. Et la sortie. La sortie. Voilà, on trouve pareil, puisqu'on sait que l'intensité est la même dans un circuit en série. Voilà, dans un circuit en série, l'intensité est identique Ok. en tous les points. Mhm. Ça marche? Ouais. Voilà, donc on a bien prouvé ce qu'on a vu En cours. tout à l'heure en cours. Bon, alors, ton copain José,
il vient de faire des mesures d'intensité. Oui. Alors toi, tu vas faire la même chose, mais avec des récepteurs en parallèle. Oui. Lui, c'était en série. Oui. Toi, tu vas prendre avec des récepteurs en parallèle, mais tu vas mesurer tension Oui. au bord de chaque récepteur et intensité dans chaque partie, dans chaque maille du circuit. Oui. Chaque maille, ça veut dire chaque dérivation. D'accord? D'accord. Alors, tu as tes deux lampes, tu as ton réseau. Oui. Tu vas déjà me brancher un récepteur Oui. sur le réseau et tu branches le deuxième en parallèle. Tu as les cordons, ensuite on verra pour les mesures, d'accord? Donc, une lampe, réseau, phase neutre, d'accord? Bien. Maintenant, on va déjà essayer si ça fonctionne. Stop, arrête, essaye. Ça marche. Coupe. Voilà, bien. Maintenant, deuxième lampe en parallèle. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Tu prends une arrivée, deuxième. Bien. Le jeu. Voilà, on a les deux lampes. Attends 2 secondes. Les deux lampes éclairent. C'est même lumière, donc même puissance. Les éclairs, pareil. Oui. D'accord? Oui. Donc tu vas mesurer la tension borne. Première lampe, tension borne de la deuxième lampe. Voilà, quand tu lis 230. 230 pour une. Sur la deuxième, tu peux couper, oui. Mais sur la deuxième. 230. 230 aussi. Oui. Donc c'est bien en Parallèle. parallèle. Bien. Coupe. Alors maintenant, on va prendre les intensités. Donc intensité. D'accord, tu changes d'appareil. Tu mesures l'intensité dans une arrivée. Oui. Intensité de l'autre côté. Oui. On devra trouver C'est la même. la même. Oui. Et ensuite, intensité dans les branches, les mailles du circuit. Oui. Alors tu me dis quand tu trouves là, parce que je vois rien. C'est marqué 517 Alors, c'est des milliampères. milliampères. Bien. Alors, de l'autre côté, on devra trouver combien ici? Normalement, c'est pareil. Hein. Normalement, c'est pareil. Oui. Tu lis 516 516. et 717, à peu près, c'est D'accord, pareil. c'est bon. Et après, Maintenant, dans chaque maille, bien. Alors, combien? 253. 253. Oui. Donc, C'est de moitié. moitié. De... Alors, voilà, bien. La deuxième moitié, on va la trouver où? Voilà. Bien. Et tu lis 252 milli. milliampères. Donc 250, 250. Ça fait 500. 500, c'est. Voilà. Oui, 500. Approximativement, on retrouve la même intensité générale. Ça, ouais. On va s'assurer maintenant que l'intensité est identique. Chacun fera des mesures, donc les manipulations.